Bonjour, et tout d'abord, félicitations, parce que si tu m'écoutes maintenant, ça veut dire que tu t'apprêtes à aborder la loi de Gauss, qui est une loi physique qui n'est tout de même pas évidente. Ça veut dire que tu as déjà atteint un certain niveau dans ta formation scientifique, et voilà, je voulais t'en féliciter. Alors voilà, on va aborder la loi de Gauss qui est écrite ici pour le champ électrique, E, qui est donc le champ émis par des charges électriques. Mais il se fait que c'est une loi assez générale qu'on peut appliquer dans d'autres domaines de la physique. On peut, par exemple, décrire avec cette loi les propriétés du champ gravitationnel. On peut même décrire la façon dont la lumière se propage dans l'espace. Et ceci, c'est précisément le contexte que j'ai choisi pour cette séquence introductive. Alors dans cette introduction à la loi de Gauss, mon but est simplement de te familiariser avec les notations mathématiques propres à la loi de Gauss. On voit ici effectivement que la formulation mathématique de la loi de Gauss, elle n'est pas simple d'interprétation. On y voit une intégrale avec une drôle de petite boule ici, on y voit un point ici qui désigne en fait un produit scalaire entre deux vecteurs, et on se demande vraiment ce que ce produit scalaire vient faire dans cette intégrale. On n'a pas d'idée de comment on peut interpréter ça, et on a encore moins d'idée de comment on peut faire pour calculer une telle intégrale. Il est clair que cette expression mathématique demande des explications et c'est le but de cette séquence. J'aimerais bien qu'à la fin de cette séquence, tu comprennes ce que signifie ceci, ce que signifie ce langage mathématique-là. Voilà, alors comme je l'ai dit, je vais travailler dans le contexte de la lumière. Je vais donc considérer ici une source lumineuse, une source de lumière. Voilà, c'est une ampoule qui éclaire l'espace environnant, ici comme on l'indique là. Alors, pour t'expliquer la loi de Gauss, je vais ici considérer la nature corpusculaire de la lumière. Tu sais que la lumière est faite de particules de lumière qu'on appelle des photons, que je vais représenter ici très schématiquement. Ces particules avancent dans l'espace en ligne droite et à très grande vitesse, c'est 300 000 km par seconde, c'est beaucoup plus rapide que ce qui est représenté ici. Et alors, si on ne voit pas en pratique, si on ne perçoit pas ce caractère granulaire de la matière, si on ne perçoit pas ces corpuscules, c'est tout simplement parce qu'ils sont émis en très très grande quantité. Il y en a des milliards de milliards qui sont émis chaque seconde ici par une simple ampoule de quelques watts. Voilà, donc cette perception continue qu'on a de la lumière, qui est représentée ici par le fond coloré, voilà, je ne vais plus la représenter, on va considérer que la lumière est faite de particules. Donc je vais éliminer ce fond continu ici, pour n'avoir ici que les particules. Alors il y en a beaucoup moins qu'en pratique, je répète, il y en a des milliards de milliards par seconde qui sont émises par une ampoule classique. Mais voilà, donc pour mon propos ici, cette image, cette schématisation animée ici, représente bien la réalité dont j'ai envie de te parler. Voilà, alors cette ampoule est forcément caractérisée par sa puissance, autrement dit par le nombre de photons qu'elle émet par unité de temps. Voilà, alors je te propose ici une première petite expérience virtuelle qui va consister à mesurer le débit de photons. Quel est le nombre de photons qui sont émis ici par unité de temps? On va forcément pouvoir le faire à l'aide d'un chronomètre et d'un autre dispositif qui est un compteur de photons. Ceci est un dispositif qui est capable de compter le nombre de photons qui quittent ici l'ampoule au fil du temps. Alors voilà, je vais mettre le compteur ici en route en même temps que le chronomètre, voilà qui est fait, et puis je vais arrêter le chronomètre, voilà. Alors on voit qu'au bout d'un certain temps que je vais appeler delta t, on a obtenu ici un certain nombre de particules que je vais appeler delta n. Les deltas, ils sont là tout simplement parce que ce sont des portions de quantité. Ce n'est pas tout le temps d'émission, bien entendu, c'est jamais qu'une toute petite portion du temps d'émission que je prends là. Ceci, c'est jamais qu'une toute petite portion du nombre de particules qui sont émises par cette ampoule. Voilà, si je fais le rapport de delta n sur delta t, tu es d'accord que je vais obtenir le débit de photons. Combien de photons sont émis par unité de temps? Je vais forcément l'avoir en divisant delta n par delta t. Et ça, ça donne le débit, qu'on va noter avec la lettre phi, la lettre grecque phi ici. Pourquoi? Parce qu'en physique, les débits, on les désigne souvent sous le terme de flux. On va parler plutôt de flux. Le flux est un terme qui est plus général. Tu comprendras ça quand on aura vu la loi de Gauss pour le champ électrique. On parlera également de flux. Voilà. Donc le flux, pour le moment, ne te tracasse pas. Ça signifie tout simplement débit. Tu dois le prendre comme un synonyme. On a un certain débit de photons ici, un nombre de photons par unité de temps. C'est ce qu'on appelle donc aussi le flux. Et on va le noter phi. Cette ampoule est caractérisée par son flux phi, par son débit de photons phi.
Voilà. Alors, je vais maintenant considérer que cette ampoule est entourée d'une surface de verre. On a un globe de verre, ici une sphère. On va imaginer que le verre est parfait, hein, qu'il est parfaitement transparent et qu'il laisse passer tous les photons. Hein, ça veut dire que le flux de photons au travers de cette surface S, c'est la surface de verre qu'on a ici, sera forcément, le débit des photons au travers de cette surface sera forcément le même que le débit de la source, puisque tous les photons qui sont générés passent au travers. Hein, je répète, on va idéaliser les choses ici, ce verre est parfaitement transparent. Voilà, donc je vais noter ça phi S. Phi S, c'est le flux de photons au travers de la surface de verre qui est ici, au travers de cette sphère en verre qui entoure l'ampoule. J'ai bien un nombre de photons qui passe ici, par unité de temps, qui est le même que le nombre de photons émis par la source par unité de temps. Voilà, c'est assez évident, tout ceci, pour le moment c'est très simple. Ce résultat, bien sûr, est indépendant de la taille de cette sphère. Je peux en prendre une plus grande, je peux aussi déformer cette sphère, c'est indépendant de la forme de la sphère. J'aurai toujours ici un débit, voilà une forme un peu quelconque ici, j'aurai toujours un débit qui passe au travers de cette surface qui sera égal au débit de la source. Voilà, les choses seront différentes bien sûr si je considère maintenant que cette surface n'entoure plus la source de lumière. Ici on voit qu'il y a des photons qui partent de tous côtés, qui ne traversent pas la surface, et donc forcément je ne pourrai plus dire que le flux qui passe au travers de la surface, c'est le flux de la source. Je ne peux plus dire ceci, bien entendu. Ce qu'on constate, bien sûr, c'est que les photons qui traversent la surface ici, qui rentrent à l'intérieur de cette surface, on ressort immédiatement. Les photons ici, ils sont supposés se propager dans le vide, et puis dans le verre ici, j'ai dit qu'il était idéal le verre, il n'arrête pas les photons, et donc les photons vont continuer, vont se retrouver à la sortie. Tout ce qui rentre sort. Et pour exprimer ça en termes de flux, on va dire que le flux au travers de cette surface, ici, est tout simplement nul. Le flux au travers de cette surface est nul. On va le comprendre, en fait, cette égalité à zéro ici, il faut la comprendre comme l'expression d'un bilan net qui est nul. C'est-à-dire qu'il y a autant de photons qui rentrent qu'il n'y en a qui sortent. Pour que ce soit clair ici, je vais représenter ici la portion de la surface sur laquelle les photons rentrent à l'intérieur de la surface, et l'autre portion de la surface ici sont les photons qui sortent, la surface qui est concernée par la sortie des photons. On peut donc identifier deux flux. On peut dire que le flux phi S est composé d'un flux d'entrée, E pour entrée bien sûr, et d'un flux de sortie phi S. Et je vais dire que le flux phi indice supérieur, S, le flux au travers de toute la surface S ici, est donné par la somme du flux d'entrée et du flux de sortie. Et je vais dire que c'est égal à 0. Ceci signifie que le nombre de photons qui rentrent par unité de temps est égal au nombre de photons qui sortent par unité de temps. Voilà, je vais donc trouver ici, en mettant phi S de l'autre côté, je vais trouver que phi E vaut moins phi S. Voilà. Alors, ceci est important, ça te montre qu'on va associer un signe différent aux photons qui rentrent dans une surface fermée, comme la surface qui est ici, et les photons qui sortent de la surface fermée. On va associer aux photons qui rentrent de la surface dans la surface fermée, on va leur associer un signe moins. Et aux photons qui sortent ici, on dira que le flux est positif. Le flux phi E est un flux négatif, le flux phi S est un flux positif. Et c'est pourquoi la somme peut être nulle, et ceci exprime donc le bilan net qui est nul. Tout ce qui rentre ressort, il n'y a aucun photon qui reste ici à l'intérieur. Ce qui est une évidence, les photons avancent à 300 000 km par seconde, ils ne vont forcément pas avoir le temps de s'arrêter ici, ils ne s'arrêtent jamais. Tout ce qui passe en entrée va repasser en sortie, bien entendu. Voilà, ceci est important pour comprendre la loi de Gauss, c'est déjà un premier petit aspect ici de la loi de Gauss. On a un flux nul quand la source est extérieure à la surface fermée, et on avait un flux au travers de la surface qui n'était pas nul quand la source se trouvait à l'intérieur. Tu verras que ceci contient déjà pas mal de la loi de Gauss. Voilà, maintenant ce que je vais faire ici, c'est ouvrir la surface. Je vais considérer que la surface de flux rentrant ici, elle peut s'enlever. C'est comme si je l'ai enlevé un couvercle comme ceci. Voilà. À ce moment-là, que devient le flux au travers de la surface qui reste? La surface S maintenant se limite ici à la surface à travers laquelle passent les photons
dans le sens ici vers le bas. Comment exprimer ce flux? Ce sera ça, c'est à ça qu'est consacrée cette séquence introductive, c'est expliquer comment on exprime mathématiquement un flux au travers d'une surface. Alors voilà, la surface qu'on a ici, on peut l'appeler une surface ouverte, c'est comme ça qu'on l'appelle en physique. C'est une surface ouverte, un petit peu à l'image de ce que je viens de faire. J'ai retiré, comme ici, un couvercle, j'ai un récipient ici qui avait un couvercle, j'ai retiré le couvercle, j'ai donc bien maintenant une surface ouverte. Mais cette façon de considérer la surface ouverte est un petit peu dangereuse, on va le voir avec l'expérience que je te propose maintenant, petite expérience virtuelle. On va changer le verre ici par du savon. On a tous fait ça quand on était petit, on a soufflé des bulles de savon sur des anneaux, comme ça, si on souffle dans l'anneau, eh bien le film de savon va se bomber comme ceci pour former par la suite une bulle. Donc pour le moment il y a un trou ici, c'est bien pourquoi on appelle ça une surface ouverte, mais ce terme est un peu trompeur, il faut s'en méfier, parce que quand on va s'arrêter de souffler, la surface bombée va redevenir plate. J'ai maintenant un disque ici, le film de savon forme un disque, qu'on va en fait toujours appeler une surface ouverte. Ça n'a plus rien à voir avec un récipient, maintenant on a quelque chose de plat, on a un simple disque comme ceci, mais qu'on va continuer à appeler une surface ouverte, tout simplement parce que c'est une surface qui est limitée par un contour. Au début, quand j'avais ici la surface sphérique, une surface sphérique, une sphère, ne définit aucun contour. Ici, un disque est effectivement limité par un contour. Et donc, quand on dit surface ouverte, il faut surtout comprendre une surface limitée par un contour. Voilà, donc cette petite mise au point est importante, c'est le vocabulaire, il faut être attentif. C'est une surface ouverte, alors que la sphère que je te présentais au début ici était une surface fermée. Une surface fermée ne définit pas de contour, une surface ouverte est délimitée par un contour. Voilà. Alors, cette surface, qui est un petit disque ici, je vais bien souvent la représenter en fait par une simple ligne. Ça veut dire que je la représente en coupe. Si je la prends par un plan ici, et que je la coupe, je vais récupérer tout simplement une ligne. C'est une représentation en coupe d'une surface. Donc il faut imaginer ici que le petit disque, il est là, comme ça, perpendiculaire à ton écran. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire ici, c'est expliquer comment on fait en physique pour représenter un débit de particules au travers d'une surface, ou un flux de particules au travers d'une surface qui est une surface ouverte, c'est par ça que je vais commencer. Et je vais commencer bien sûr par un cas très simple. Je vais prendre un flux de photons qui est parfaitement uniforme. Je vais donc considérer maintenant une lampe qui émet ce qu'on appelle un faisceau parallèle. Alors en réalité, pour avoir ça, il me faudrait un faisceau laser assez large, dans lequel tous les photons ici se propagent en parallèle à l'image ici de ce qu'on a. Si je ne représente que quelques-uns des photons, ils avancent très lentement ici, ils passent au travers d'une surface imaginaire que je mets ici, et l'idée c'est de calculer le flux de photons au travers de cette surface, à partir de la connaissance ici de ce flux de photons, c'est-à-dire la densité des photons, combien est-ce qu'on en a par unité de volume, et aussi leur vitesse. Alors la vitesse on la connaît déjà, c'est la vitesse de la lumière, mais voilà. Donc comment exprimer ce flux? Alors le flux, rappelle-toi, c'est un débit. C'est un débit, c'est-à-dire que ça va être le nombre de particules qui passent sur un certain temps donné, delta t, divisé par ce temps delta t. C'est bien le débit, le nombre de particules qui passent par unité de temps. Voilà, alors comment est-ce qu'on va faire ça ici? Je vais forcément de nouveau me munir de mon chronomètre que je vais mettre en route, et on voit des photons effectivement qui, sur le temps delta t, traversent la surface en question. Voilà, pour obtenir le delta n ici, j'aurais dû compter le nombre de photons qui passaient à travers la surface, c'est pas évident, mais ici, puisque c'est une expérience virtuelle, c'est facile, je peux juste repérer ici les deux derniers photons qui ont traversé la surface, tu vois, ils sont juste, au bout du temps delta t, ils sont juste passés de l'autre côté de la surface. Et donc j'ai décidé ici de les colorier en rouge, et puis de remonter dans le temps. Je vais repasser au temps 0, ici, voilà, je peux le faire, c'est une expérience virtuelle, profitons-en. Et voilà, je vois ici maintenant, au temps 0, les deux photons sont ici. Après le temps delta t, ils étaient en sortie ici, rappelle-toi. Et donc tous les photons qui sont compris ici, dans ce cadre pointillé, eh bien, sont les photons qui sont passés au travers de la surface. Je peux donc les compter, a priori, c'est ce delta n dont j'ai besoin. Alors pour ça,
j'aurai besoin de la densité des photons, bien sûr, mais aussi du volume. J'ai un certain volume ici, delta V. Alors on ne voit pas que c'est un volume ici parce que tout est représenté en coupe. Mais si je mets la perspective ici, j'aurai une surface S qui est en fait la surface circulaire ici de cette source de photons. Voilà, je la représente ici, S. Et on voit donc qu'on a affaire à un volume cylindrique qui a une certaine longueur ici, représenté par cette longueur-là. Et il a une certaine base circulaire de surface S. Voilà, alors bien sûr, si je connais la densité de particules que je vais appeler état ici, je serai capable de calculer le delta n. Le nombre de particules qu'il y a là-dedans sera donné par état, la densité de particules, fois le volume, forcément. Je te rappelle que état, ici, cette lettre grecque, état, désigne la densité. La densité, c'est bien le nombre de particules que j'ai dans un certain volume, divisé par ce volume. C'est ce qu'on appelle la densité de particules. Ici, la densité de photons de mon faisceau lumineux. Donc voilà, je suppose donc que je connais cette densité de particules. Il me faut donc maintenant, pour connaître le delta n qui est ici, il me faut connaître delta v. Alors delta v, c'est pas trop compliqué, puisqu'on sait ici que les photons avancent à la vitesse de la lumière, que j'appelle v ici, et donc sur le temps delta t, ils ont parcouru, rappelle-toi, ça c'est le photon qui s'est retrouvé juste de l'autre côté ici, ça veut dire que voilà, la distance qui parcourt est bien représentée par la longueur de cette ligne pointillée ici, c'est bien la hauteur de ce cylindre que j'ai, et forcément, sur un temps delta t, les photons vont avancer de la distance v delta t. C'est évident, la largeur ici de ce volume, la hauteur de ce cylindre, c'est bien v delta t, comme je l'indique ici. Et donc voilà, le volume delta v, c'est le volume de ce cylindre, c'est-à-dire que c'est la surface de base fois sa hauteur, ce sera v delta t fois s, v delta t fois s. Et donc je peux le remplacer ici. Delta v, c'est v delta t fois s. Et maintenant il me reste à diviser par delta t, et je vois que cette division va tout simplement me neutraliser le delta t. Il me restera ici juste état vs. État vs. Alors on peut s'arrêter sur ce résultat quelques secondes, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le débit de particules au travers de la surface S est donné par la surface S. Elle est proportionnelle, en tout cas, ce débit est proportionnel à la surface S. C'est logique, on s'en doute bien sûr. Plus la surface, par exemple, est petite, si je la divise par 2, le débit sera forcément divisé par 2, c'est évident. Cette proportionnalité-là, elle est évidente. Ce qui est moins évident, c'est ce résultat-ci. On voit que le débit est d'autant plus grand que la densité de particules est importante. Si j'ai plus de photons, oui, sur le même temps, il y en a plus qui passeront à travers la surface. De même, on voit la vitesse. Si la vitesse des photons pouvait être changée, plus cette vitesse est grande, plus le débit est grand, plus elle est petite, plus le débit est petit. Mais on voit surtout que ce qui compte, c'est ce produit qui compte. Si la vitesse diminue d'un facteur 2, on peut rattraper ça avec une densité plus grande d'un facteur 2. On voit que c'est le produit état fois V qui compte. C'est état fois V qui va représenter en fait l'intensité du débit de particules, d'une certaine manière. Et pour cette raison-là, on va introduire une nouvelle grandeur qu'on appelle la densité de flux. C'est tout simplement, ici, le produit état fois V. État fois V, voilà, c'est le produit de la densité avec la vitesse des particules. C'est la grandeur qui, tout d'abord, me permet de simplifier ici l'expression, f. Si maintenant je regarde ce que c'est que f, je vois que c'est le débit par unité de surface. Je peux diviser ici par s à gauche et à droite et je vois que c'est la définition de f. Je vois que f, en fait, c'est le débit par unité de surface. Ça veut dire que, voilà, j'ai maintenant une grandeur qui devient indépendante de la surface. Je vois que si je divise par S, effectivement, je n'ai plus que état V. C'est ce qui va caractériser le débit en un point. J'ai ici un flux de particules, et en un point de l'espace, je peux dire que je peux caractériser ce flux de particules par la densité de flux. Ça représente en un point, en fait, tout simplement, le nombre de photons qui passent par unité de temps et par unité de surface. Ceci est un débit, nombre de photons par unité de temps et de surface. Voilà, c'est cette grandeur en fait qui représentera en quelque sorte l'intensité du flux de photons. D'ailleurs, c'est la grandeur qui est proportionnelle directement à l'intensité lumineuse. Voilà, c'est pourquoi on va caractériser ici le flux de photons par cette grandeur, densité de flux. Tu peux la relier dans ton esprit directement à l'intensité lumineuse de la lumière qui passe ici.
Voilà. Alors, voilà, donc c'est un résultat auquel on arrive ici. Maintenant, je vais un petit peu généraliser les choses, hein. On a fait ça pour une surface droite, comme ceci, hein, qui est verticale alors que le flux de photons est horizontal. Ce sont des conditions particulières. Maintenant, je vais un peu généraliser ça. Je vais prendre une surface qui est plus petite et une surface qui a n'importe quelle inclinaison dans ce flux de photons. Voilà. Alors cette surface, je vais aussi la choisir d'une autre forme. Je vais la choisir carrée. Voilà, je décide de prendre un petit carré de largeur L, hein, de côté L ici. Et forcément, sa surface est donc de L carré. Forcément. Voilà, je vais de nouveau considérer le flux de photons au travers de cette surface. Hein. Pour ça, je vais reprendre mon chronomètre que je vais mettre en route sur un certain temps. Je l'arrête. Et voilà, pendant ce temps, tu vois qu'un certain nombre de photons ont traversé la surface. Le chronomètre est arrêté et j'ai un certain temps delta-t. Sur ce temps delta-t, les photons ont forcément parcouru une distance qui est v delta-t. Hein. Donc j'ai ici une forme géométrique caractérisée par cette surface S et cette longueur V delta T. Alors cette forme géométrique est un parallélépipède non rectangle de volume delta V que je peux obtenir relativement facilement, hein, puisqu'ici j'ai la longueur V delta T, ici c'est la longueur d'un côté bien sûr, hein, c'est le L qui est là, voilà j'ai le L. J'ai donc la surface de base de ce parallélépipède non rectangle, il me reste à en avoir la hauteur H, H ici. Hein, donc je sais que cette surface de base fois la hauteur, V delta T fois L fois H, ce sera bien hein, le volume delta V que je recherche. Voilà. Une autre manière de comprendre cette formule, hein, si tu n'es pas à l'aise avec cette hauteur ici, il faut la voir tout simplement cette hauteur comme la hauteur du parallélogramme qui est ici. Hein, si je prends la surface de ce parallélogramme, je vais bien prendre la base fois la hauteur, ça tu comprends, hein, la base V delta T fois la hauteur H, et maintenant je multiplie par la profondeur L que j'ai ici pour avoir le volume. Hein, c'est une autre manière de voir cette petite formule. Voilà, alors le H que j'ai là, il va forcément dépendre de l'angle d'inclinaison ici de la surface. Hein, plus la surface est inclinée, plus le H sera petit. Alors ça c'est la longueur L, hein, puisque j'ai bien affaire à un carré, c'est bien la longueur L que j'ai là. Le H, c'est donc bien L fois le cosinus de cet angle θ que je viens de faire apparaître. Et donc, je peux remplacer ce H par L cosinus θ, ce que je fais, bien sûr. Et donc voilà, j'ai L fois L ici, qui est en fait le L carré qui est ici, c'est-à-dire la surface. Donc L fois L, c'est la surface. J'aurai donc V delta T fois S fois le cosinus θ. C'est ce que j'écris ici. Voilà. Et maintenant, je peux considérer le nombre de particules, bien sûr, qui occupent ce volume ici. Hein, c'est le nombre de particules qui ont traversé la surface sur le temps delta T. C'est ce qu'il me faut pour calculer le débit. Et voilà, je vais donc multiplier eta par delta V, qui vaut V delta T fois S fois cosinus θ. Je l'écris V delta T fois S fois cosinus θ. Je divise par delta T, bien entendu, le delta T va tout simplement tomber, et il va me rester eta Vs, comme on avait ici, mais on voit que le résultat doit être corrigé ici du facteur cosinus θ. Hein, ceci, c'est le résultat généralisé dans le cas où on a un certain angle ici de la surface par rapport à la verticale, c'est l'angle θ qui est ici. Voilà, donc on peut bien sûr interpréter ce résultat. Avant ça, je vais réintroduire ici la densité de flux qu'on avait vu pour le cas plus simple. Voilà, état V, densité de flux, intensité du flux, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Voilà, donc si je dis que état V vaut F, je peux écrire ça, Fs cosinus de θ. Voilà, alors on peut s'arrêter quelques secondes sur cette formulation. On va voir ce que signifie ici ce cosinus θ. Est-ce que ça représente bien la physique à laquelle on s'attend ? La réponse est oui, tu peux imaginer. Voilà, je peux interpréter ceci, le S, je peux associer le cosinus θ avec le S. Ça, c'est une manière de voir les choses. Et je vois donc que, en quelque sorte, je multiplie F par une surface qui est réduite du facteur cosinus θ. Eh bien oui, c'est tout à fait intuitif, puisque si je prends ici l'angle θ, je le fais apparaître ici, en fait, plutôt que de prendre la surface S, qu'on voit ici, je prends la surface S multipliée par le cosinus de θ. J'ai effectivement diminué la hauteur ici en prenant la projection
je diminue la hauteur qui était L, je la diminue du facteur cosinus θ pour obtenir le H qui est là. Et c'est la même chose pour la surface. Le S cosinus θ peut être vu comme un facteur de réduction de la surface. Je multiplie la surface par le cosinus de cet angle. Et j'obtiens donc la surface qui est là. C'est la surface projetée sur la verticale. Et la verticale, c'est précisément la direction qui est perpendiculaire au flux. On va dire que ce qu'on obtient ici, en réalité, c'est la surface effective. C'est la surface qui est vue par le flux. Si ceci étaient des molécules d'air, on pourrait dire que c'est du vent qui passe, et on pourrait donc dire que c'est la surface de prise au vent. Si l'angle θ augmente, la surface de prise au vent, de prise au flux, ici je pourrais dire, elle va diminuer, bien entendu. C'est pourquoi on a le cosinus de θ qui est là. On sait bien que le cosinus de θ diminue, diminue assez vite avec l'angle. Voilà. Quand je me rapproche de pi sur 2 ici, je vais obtenir 0 pour le cosinus de θ. C'est la situation que je représente ici. Et obtenir 0 est tout à fait logique, puisque les photons maintenant se déplacent parallèlement à la surface, et donc ils ne traversent plus la surface. Le flux est tout simplement nul. Quand θ vaut pi sur 2, j'ai bien 0, c'est bien logique. Il n'y a plus de surface de prise au vent, de prise au flux. Le flux ne passe plus à travers cette surface. Cette surface ne capte plus aucun flux. Voilà, donc tu comprends bien que ce résultat-ci est tout à fait normal. Alors je peux l'interpréter autrement également, je peux associer ce cosinus de θ à f. C'est ce que je vais faire ici au travers de v. Tu vois que f contient v, on le voit ici. Et ce v cosinus θ, il est intéressant aussi, c'est ce que je vais faire apparaître. Ici, je fais apparaître un vecteur qui est le vecteur normal à la surface, c'est-à-dire perpendiculaire, comme l'indique le petit sinus qui est là. Et je vois que la vitesse est horizontale, voilà, c'est le vecteur vitesse que je fais apparaître ici, et on comprend bien que c'est aussi l'angle θ qui apparaît ici. On voit que V est horizontal alors que la ligne ici est verticale, il y a donc une perpendicularité entre ces deux vecteurs, et entre ces vecteurs-ci aussi, entre cette direction-là, pardon, entre ces droites-ci, il y a aussi perpendicularité. Donc il est évident que θ se retrouve également ici. Et le V cosinus θ, c'est tout simplement la projection de V sur cette direction normale à la surface. Quand je dis normale, c'est aussi perpendiculaire, d'accord? Donc dans la direction perpendiculaire à la surface. Et voilà, donc le V cosinus θ qui apparaît dans cette formule, il est tout à fait normal, parce que la composante parallèle, en fait, ne compte pas. C'est ça que ça montre, ce résultat montre ça. Et effectivement, c'est normal que la composante parallèle de V, la composante de V qui est parallèle à la surface, ne rentre pas en compte dans le calcul du flux. De nouveau, c'est assez évident dans ce cas-ci. Si je représente le vecteur normal à la surface, je vais trouver un angle de pi sur 2 maintenant ici. Et on voit bien qu'ici, il n'y a qu'une composante parallèle à la surface. Je n'ai pas de composante normale à la surface pour V dans ce cas-ci. Tout simplement parce que j'ai choisi pi sur 2 et que le cosinus de pi sur 2, c'est 0. La projection, maintenant, elle est nulle, puisque cet angle-ci vaut pi sur 2. Donc voilà, c'est logique. Quand on a pi sur 2 ici, entre le vecteur normal et la vitesse, il n'y a tout simplement plus de flux. C'est ça qu'exprime cette expression. Donc voilà, le cosinus θ, on peut l'associer à S. On peut dire que c'est un facteur de réduction de la surface, mais on peut aussi l'interpréter, on peut aussi l'associer à V et l'interpréter comme une espèce de facteur de diminution de la vitesse, car il n'y a que la composante normale de la vitesse qui intervient dans le calcul du flux. Voilà. Alors voilà, tu vois que j'ai ici écrit V avec un vecteur. Je vais le faire ici aussi pour donner à F sa nature vectorielle. Il est évident que V est une grandeur vectorielle, il est donc tout à fait normal de faire apparaître les vecteurs sur ces grandeurs. Et on voit donc que la notion de densité de flux est une notion vectorielle. Elle va caractériser le flux, non pas seulement dans son intensité, mais aussi dans sa direction. C'est pourquoi il est tout à fait logique de lui associer un vecteur, ce que je vais faire aussi ici, sur ce schéma. Et donc le F ici, il doit être interprété comme un champ. Il va caractériser le flux de photons ici, à tout endroit de l'espace. Et c'est donc ce que je vais représenter ici. Ici je représente de nouveau le flux de milliards de photons qui est ici, tout apparaît continu. Ce F doit être vu dans ce cas-ci comme un champ uniforme. Mais en toute généralité, F sera bien un champ. Voilà, je peux le représenter en tous les points de l'espace.
C'est l'image qu'on a d'un champ vectoriel, bien sûr. C'est un ensemble de flèches comme ça. Voilà, en toute généralité, bien sûr, un champ va dépendre de la position, dans un repère. Ici, je mets un vecteur position. F, en toute généralité, dépend de cette position. Alors, ce n'est pas le cas ici, puisque j'ai choisi un faisceau de photons parallèles. F, dans ce cas-ci, eh bien, un champ vectoriel uniforme. Voilà. Voilà, je peux maintenant repasser à ma petite problématique ici de calcul du flux. Et je vais, en fait, maintenant écrire ce résultat de façon plus compacte. Et ça, je vais le faire justement grâce à la nature vectorielle ici de f. Tu vois que j'ai représenté f ici, vecteur, c'est un vecteur horizontal qui fait un certain angle avec la normale à la surface ici. Et l'angle θ, eh bien l'angle qui intervient ici. Alors maintenant, voilà, je vais introduire une notation vectorielle pour ceci en introduisant la nature vectorielle de la surface. Alors ça c'est quelque chose qui paraît bizarre, mais je vais le faire ici. Je vais dire ici que le vecteur normal à la surface est le vecteur qui représente la surface. Voilà, c'est la surface S ici qui est devenue vectorielle. Alors ça c'est un effort que tu devras fournir ici, il est très très important, c'est la clé de la compréhension de la loi de Gauss. Donc voilà, j'introduis ici ce qu'on appelle un vecteur de surface. Qu'est-ce que c'est ? C'est un vecteur qui va me permettre de caractériser la surface, non seulement en termes d'air, c'est-à-dire de surface elle-même, de mètre carré si on veut, de la valeur de cette surface, ici c'est L carré la surface, dans la mesure où ce vecteur a pour longueur cette surface, cette aire. Le L carré ici c'est la longueur de ce vecteur. Mais tu vois aussi que le fait que c'est une grandeur vectorielle maintenant, c'est un vecteur, ça te permet aussi d'exprimer l'orientation de cette surface. Et donc on constate que c'est logique. C'est logique d'attribuer à une surface un vecteur, c'est ce qu'on va appeler un vecteur de surface. Parce qu'ici, avec l'angle θ que j'ai entre S et F, eh bien je comprends tout de suite que la surface fait un angle θ par rapport à la direction perpendiculaire au flux. Donc voilà, c'est quelque chose de logique, c'est normal que les scientifiques aient pensé à faire ça, d'introduire ce qu'on appelle donc un vecteur de surface. Je vais le représenter ici pour qu'il soit bien clair pour toi. Je te le rappelle, donc c'est un vecteur dont la longueur vaut l'aire de cette surface, ici L carré, et dont l'orientation va être perpendiculaire toujours à la surface. Et ça, ça va te permettre d'exprimer, ça va nous permettre d'exprimer l'orientation de la surface, notamment ici par rapport au flux. Voilà, une fois que c'est fait, je peux maintenant, puisque je vois que c'est θ qui est l'angle entre F et S, eh bien je peux exprimer ceci comme un produit scalaire. On sait bien que le produit scalaire de deux vecteurs F avec S, c'est la norme du premier vecteur fois la norme du second vecteur multipliée par le cosinus de l'angle entre eux. Voilà, c'est ce que j'ai. Et donc je peux effectivement dire que c'est le produit scalaire. Voilà, ça comme je le disais, c'est la clé de la compréhension de l'écriture mathématique de la loi de Gauss. J'ai un produit scalaire qui ne représente rien d'autre qu'un débit. Dans ce cas-ci, un débit de particules. Le débit de particules au travers de cette surface inclinée S ici dans ce flux de particules est donné par le produit scalaire de la densité de flux de particules et du vecteur de surface. Ce sont tous les deux des vecteurs, c'est pourquoi il s'agit d'un produit scalaire. Voilà, j'espère que tu comprends bien ceci. Je répète, c'est très important, essaie de bien associer maintenant ce produit scalaire à ce débit. Le produit scalaire de F et de S représente un débit. Inscris bien ça dans ton esprit pour suivre la suite de cette petite séquence. Voilà, une fois arrivé à ce résultat-là, maintenant, je vais le généraliser. Ceci est fait pour une surface carrée, maintenant je vais prendre une surface de forme quelconque. Voilà, et on va voir qu'on va pouvoir utiliser ce résultat pour une surface maintenant qui est quelconque. Donc voilà, tu dois imaginer maintenant que cette surface-là, elle a la forme qui est indiquée ici. Elle est représentée bien sûr toujours en coupe ici. Voilà. Alors pour exploiter le résultat qu'on a ici, qui a été obtenu pour une surface carrée, eh bien je vais décomposer cette surface en un réseau de petites surfaces carrées que je vais juxtaposer comme ceci. Alors je vais numéroter toutes ces petites surfaces. Je vais commencer par 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à grand N. Ok, alors pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement pour dire que cette surface S, je pourrais la représenter comme la somme de toutes ces petites surfaces carrées.
C'est ce qui est écrit ici, somme pour petit n égale à 1 jusqu'à grand N de delta Sn. Alors delta Sn, eh bien c'est la surface, c'est l'aire de la surface ici, numéro n. C'est l'indice de la sommation que j'ai là. Hein, donc le delta Sn, c'est bien ceci. Alors ce sont les surfaces des petits carrés. Alors toutes ces surfaces sont les mêmes, mais comme tu vois ici, je tiens à les identifier. Hein, c'est la surface 1, 2, 3, 4, n, jusqu'à grand N. Si je fais la somme de toutes ces petites surfaces, ben, je vais obtenir la grande surface globale qui est là. Alors, ben, tu vois qu'il y a des défauts, bien sûr, hein, ce ne sera pas tout à fait exact ce que je fais, mais tu dois imaginer que delta Sn ici peut être aussi petit qu'on le veut, et donc je peux reproduire idéalement ici la surface S hein, que j'avais au départ. Donc voilà, ben, une fois que c'est fait, ben, je peux maintenant introduire les petits vecteurs de surface. Rappelle-toi que ceci c'est obtenu par des surfaces carrées, ben, je le fais ici. Hein, les petits vecteurs qui sont là maintenant ben, sont les petits vecteurs de surface delta Sn. Hein, je les représente en coupe ici, donc j'ai une rangée de petits vecteurs comme ça qui apparaît. Et un delta Sn, ben voilà, c'est un petit vecteur d'une des petites surfaces quelconques, hein, comme celui que j'ai représenté là. Alors tous ces petits vecteurs sont des vecteurs de surface, c'est-à-dire qu'ils ont pour norme ben, l'aire d'une petite surface, c'est-à-dire ils ont pour norme delta Sn lui-même. Et ils ont pour orientation, ben, bien sûr, l'orientation perpendiculaire à chacune de ces petites surfaces. Voilà, alors si je somme tous ces vecteurs, puisqu'ils sont tous collinéaires, ben je vais obtenir, bien sûr, à force de faire la somme, ben je vais obtenir, bien sûr, ici, ben le grand vecteur de surface S. Et donc je peux rendre cette somme ici ben, vectorielle. Je peux dire que la somme de tous les vecteurs de surface delta Sn me donne le grand vecteur de surface S hein, que j'avais au départ. Voilà, hein, c'est très simple. À partir de maintenant, ben, je peux exprimer le flux sur une des petites surfaces carrées. C'est le résultat qu'on avait obtenu ici. Voilà, je prends ma loupe hein, pour regarder une petite surface carrée qui est là. Elle est traversée par une certaine densité de flux. Hein, les petites particules qui sont ici ben, vont la traverser sur un certain temps. Voilà, je peux définir le flux, hein, le débit qui passe au travers de cette petite surface delta Sn à partir de cette formule. Et je peux donc écrire F produit scalaire delta Sn. C'est assez simple. Ceci, ce sera bien le flux au travers de la petite surface delta Sn, cette surface-là. Voilà, et maintenant, pour prendre les choses dans leur globalité, je peux sommer, bien sûr, les débits que j'ai au travers de chacune de ces petites surfaces. C'est ce que je fais ici. Je fais la somme de tous ces débits pour avoir le débit total. Sommer les débits, ben, ça va donner forcément le débit total. Voilà, je vais donc faire la somme de ces produits scalaires, hein, la somme de tous ces flux au travers des surfaces delta Sn, me donne la somme des produits scalaires. Le F ici, ben, c'est le même pour chaque élément de la somme, je peux donc le sortir de la somme, bien entendu, et je vais ici récupérer la somme de toutes les surfaces delta Sn, qui ne sont rien d'autre, hein, qui n'est rien d'autre, cette somme n'est rien d'autre que la surface S globale. Et je vois que j'obtiens exactement le même résultat. Je vois que ben, j'aurais pu hein, tout de suite sortir ceci pour une surface de n'importe quelle forme. F fois S. Alors on peut l'interpréter bien sûr, hein, toujours de la même manière. On peut dire qu'on peut associer le cosinus de θ qui est ici à la surface en disant que, que S fois cosinus ben, représente la projection perpendiculaire au flux. Hein, ça permet d'exprimer la surface de prise au vent, hein, si on veut, de prise au flux, d'une certaine manière. C'est la surface effective de captation du flux. Hein, c'est une manière de l'exprimer. Je peux aussi associer, bien sûr, le cosinus au F en disant que ben, il n'y a que la composante normale à la surface qui va contribuer au flux. La composante parallèle, elle, ne compte pas. Ce qui est évident, quand θ vaut pi demi, hein, vaut pi sur 2, j'ai bien à ce moment-là une surface horizontale au travers de laquelle rien ne passe. Et le cosinus de pi sur 2, hein, c'est bien effectivement 0. Voilà, tout ça est bien cohérent, on a la même chose que ce qu'on avait avec la surface carrée pour n'importe quelle forme de surface. Voilà, maintenant je vais continuer à généraliser. Hein, et je vais maintenant te montrer que l'approche qu'on a appliquée ici est aussi valable quand le flux de photons n'est plus uniforme. Alors pour ça, j'ai mis une ampoule quelconque ici qui émet effectivement hein, de la lumière, des photons dans toutes les directions de l'espace. Et donc ici, je peux représenter le champ de densité de flux
comme un champ qui n'est plus uniforme. Hein, on sait bien que les photons ont cette direction-là ici, ils viennent de l'ampoule, donc ils ont cette direction-là ici. Ici, ils sont plus ou moins horizontaux. Hein, donc j'ai bien un champ qui n'est plus uniforme, cette fois-ci f est variable sur ma surface. Et donc voilà, si je prends ma loupe maintenant, mais qu'est-ce que je vois? Je vois qu'une petite surface delta Sn est traversée par un flux f qui n'est pas le même que celui de la surface voisine. Hein, on voit que les surfaces voisines ont d'autres f. Ça veut dire que maintenant je suis obligé de mentionner ça, je suis obligé de dire que le f est spécifique de la surface. Je vais dire que pour la surface delta Sn, je dois prendre le flux qui traverse cette surface. Et donc je vais mettre ici un n pour dire que le flux f, la densité de flux, eh bien, elle est différente de surface en surface. Le champ f n'étant plus uniforme, je suis obligé de faire ça. Hein, pour la surface n-1 que j'ai ici, eh bien, j'aurai un f n-1 qui n'est pas le même que fn. De même pour n plus 1, la surface adjacente ici. Voilà, j'espère que tu as bien compris ça. Je suis obligé de dire que le flux va dépendre de l'indice n ici. Et donc je vais devoir faire cette correction ici. Et donc je vais la faire aussi ici. Mais cette fois-ci, les f ne peuvent plus sortir puisqu'ils sont tous différents. Pour chaque indice ici, j'ai une valeur de f qui est différente. Donc je ne peux plus le sortir de la somme. Et ce que j'ai fait ici tombe. Ce n'est plus aussi simple. Hein, quand le flux n'est plus uniforme, je ne peux plus utiliser cette formule-ci. Voilà, je suis obligé d'abandonner ça et on va voir ce que ça va devenir. Je dois me réduire à ceci, c'est moins simple, mais c'est aussi plus général. Hein, on perd de la simplicité, mais on gagne en généralité, parce que maintenant, je vais pouvoir considérer une surface de forme quelconque. J'ai un flux qui peut être non uniforme, un flux quelconque, et je peux associer ça également à une surface de forme quelconque. Voilà une surface de forme quelconque ici, avec tous ces petits vecteurs de surface, hein, qui maintenant sont tous différents. Voilà, c'est les petits delta Sn ici. Si je reprends ma loupe, eh bien, je peux bien sûr appliquer la même formule, puisque j'ai tout simplement une petite surface, que j'appelle delta Sn, qui est traversée par un flux Fn, qui sera différent donc pour chacune des petites surfaces, mais ce sera exactement la même formule. Cette formule est tout à fait générale. Voilà, elle est moins confortable clairement, hein, c'est une somme de Fn, delta Sn. Voilà, mais si je connais la densité de flux sur chacune des surfaces, si je connais le vecteur surface de chacune des surfaces, eh bien je pourrais faire ce calcul. Voilà, alors, hein, je dis que ceci est maintenant tout à fait général. Toi, peut-être que tu vas émettre une objection là-dessus, hein, dans la mesure où je n'ai pas vraiment une surface courbe ici, je ne représente pas une surface courbe, on voit que c'est une surface à facettes. Hein, que j'ai chaque fois ici une petite surface plane. Rappelle-toi qu'on a fait cette théorie pour une surface carrée qui était supposée bien sûr plane. Et donc je n'ai pas ici une belle surface courbe. Hein, mais bien sûr, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, oui, mais dans ce raisonnement, je peux choisir des delta Sn ici qui sont arbitrairement petits. Hein, on peut illustrer ça avec la représentation d'un objet à 3 dimensions à l'aide de surfaces. Hein, si je représente un petit lapin, par exemple, à l'aide de surfaces, et les surfaces sont assez grandes, on reconnaît à peine que c'est un lapin. Mais si je décide de faire la représentation de cette surface du lapin avec des surfaces un peu plus petites, eh bien on va commencer à mieux reconnaître ce dont il s'agit. On reconnaît effectivement déjà beaucoup mieux le petit lapin. Et comme ça, au fil de la diminution de la surface des surfaces delta Sn, je vais pouvoir définir de mieux en mieux l'objet dont il s'agit, la surface dont il s'agit. Et c'est bien sûr l'idée qu'on va adopter ici. On va considérer dans tout ce développement qu'on peut bien sûr prendre des delta Sn qui sont de plus en plus petits pour avoir la capacité de décrire n'importe quelle forme de surface, qu'elle soit courbe, avec n'importe quelle courbure. Et c'est donc la limite infinitésimale, bien sûr, tu l'as compris. On va passer des delta au d, delta Sn à dsn. Et ici, on a donc un élément de surface vectoriel qui est infinitésimal. Et si je fais ça, eh bien, je serai capable de représenter mon lapin dans toute la précision. Chaque poil du lapin pourra être représenté. Voilà. Et c'est donc ce qu'on va faire ici. Je vais remplacer les deltas par des d. Et bien sûr, si je fais ça, la somme devient une somme continue.
Plutôt que d'avoir un ensemble discret de surfaces, ben, j'ai un continuum de petites surfaces que je vais appeler des ds. Pourquoi ds? Parce que je dois laisser tomber l'indice en réalité. L'indice est valable tant que j'ai un nombre dénombrable de surfaces, mais dès que je passe à l'intégrale, ce nombre devient infini. Il tend vers l'infini, en tout cas il n'est plus dénombrable, et donc on ne peut plus les compter. Il est impossible de compter toutes les surfaces, et donc on laisse tomber l'indice. On va juste écrire ceci comme étant f produit scalaire ds. C'est la somme des débits que j'ai au travers de chacune des petites surfaces ds qui sont là. Je laisse tomber le n qui est là. Et donc ce vecteur de surface devient le vecteur de surface ds. Je laisse tomber ici l'indice n, tout comme là. C'est l'écriture qu'on adopte. Il n'y a plus de n parce qu'on ne peut plus les compter. C'est une somme continue. On a un continuum de petites surfaces pour représenter l'objet dans toute sa précision. Voilà. Et donc on obtient la fameuse notation intégrale que je voulais que tu comprennes. J'espère que tu l'as comprise. Voilà, donc on a le schéma associé à cette intégrale. On voit on somme tous les débits qui passent au travers de toutes les surfaces représentés comme des vecteurs. Et le débit est exprimé avec le produit scalaire ici de la densité de flux avec ce vecteur de surface. On sera capable de calculer cette intégrale à partir du moment où on connaît le champ vectoriel f. Si on connaît la densité de particules et leur vitesse, en tout point de l'espace, eh bien on connaîtra f. Donc voilà, je vais simplifier le schéma ici pour que tu comprennes bien cette notation. Il faut bien comprendre que le f, on doit le considérer pour chaque ds. Donc cette écriture est très minimaliste, en fait, elle contient beaucoup de choses. C'est pourquoi j'aimerais bien m'y arrêter pendant quelques secondes ici. Il faut bien comprendre que f va dépendre du point considéré sur la surface. Le S qui est ici veut dire que je somme sur la surface. Je suis obligé donc de considérer R sur la surface. En un point de la surface, j'ai bien un F. F est un champ vectoriel qui aura bien une valeur là. Et j'ai aussi un petit ds qui sera défini donc comme étant perpendiculaire à la surface et infiniment petit. On a un petit vecteur en fait que je ne pourrais pas représenter en principe, mais là je le représente quand même. Voilà, je ne pourrais pas le représenter parce qu'il a un module qui tend vers 0, mais voilà, je le représente. Voilà, alors ce que je voulais dire ici, c'est que f dépend de r. Forcément, si je considère un autre point, f est différent. Si je considère encore un autre point, j'ai encore une valeur de f, encore un vecteur f différent. Tout ça pour te dire que le f dépend du point sur lequel je me trouve sur la surface. Il en est de même des ds. Les ds, ici, tu vois bien que le petit vecteur ds, il est différent de celui-là. Le petit vecteur ds ici, il est différent de celui-là. Tout ça pour dire que ds aussi dépend du point sur lequel je suis sur la surface. Tu vois que cette intégrale, elle a beau être simple d'expression comme ceci, mais voilà, elle cache quand même certaines choses qu'il ne faut pas oublier. En réalité, je devrais écrire cette intégrale comme ceci. Je devrais bien insister sur le fait que f dépend de r, que ds dépend de r. Ces r sont bien entendu les mêmes. Je considère bien f à l'endroit de la surface. Ça n'aurait pas de sens de prendre un ds à un endroit et puis de prendre un f à un autre endroit, bien sûr. C'est le débit au travers de cette petite surface-là qui compte. C'est donc bien f et ds au même endroit que je dois prendre. Et cet endroit doit forcément appartenir à la surface. C'est bien ça que veut dire ceci, ce s. Voilà, une fois que ceci est clarifié, voilà, maintenant on va oublier ça parce qu'on n'écrit jamais la loi de Gauss avec les R qui sont là, on écrit ça comme ceci. C'est avec ça qu'il faut se débrouiller. Tu dois être capable d'interpréter ceci. Voilà, je peux maintenant repasser aux surfaces fermées. J'ai donc de nouveau une surface fermée ici qui englobe ma source de photons. Voilà, j'aurai bien sûr à faire, je peux faire appel à cette expression du flux pour le flux qui passe au travers de cette surface. Mais comme elle est fermée maintenant, on va le dire, ça c'est quelque chose de très important. Si j'intègre sur une surface fermée, eh bien je vais l'indiquer sur le symbole de l'intégrale. Je vais mettre un petit rond qui rappelle que la surface est fermée. Ici, c'est une petite sphère, c'est comparable à la forme que je viens de mettre ici. Ça entoure la source. Voilà, j'ai donc bien une surface fermée que je considère ici, et je l'indique sur le symbole intégral. Voilà.
Alors, une fois que c'est fait, je connais le résultat de ceci, on l'a dit, tous les photons qui sont générés par la source passent au travers de la surface, et donc le débit de photons au travers de la surface S est le même que le débit de la source elle-même. Je peux dire ici qu'il s'agit de phi. Le débit de photons au travers de la surface S est le débit de la source. Voilà. Voilà, je vais un petit peu illustrer encore cette expression intégrale. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit de faire la somme des débits qui passent au travers de toutes les petites surfaces ds ici qui permettent de recomposer toute la surface dans sa globalité. Il faut imaginer que cette surface S, c'est un ensemble de petites surfaces ds qui sont juxtaposées comme ceci. Et chacun de ces débits se retrouve dans cette somme pour obtenir le flux phi s, c'est-à-dire ici le flux de la source. Voilà, je peux ici en mettre à plusieurs endroits pour te rappeler que f et ds dépendent de l'endroit où on se trouve, ça dépend bien de la position où on se trouve. Ça, fait bien attention, c'est important. Et c'est bien la même position pour les deux vecteurs à la fois. Voilà, une deuxième chose que j'aimerais bien te dire ici, c'est attirer ton attention sur ce produit scalaire. On voit ici que le produit scalaire de f fois ds aura partout le même signe. On sait que le produit scalaire, c'est effectivement donné par le produit des modules des deux vecteurs, fois le cosinus de l'angle entre eux. Et ici, on voit que l'angle entre eux est toujours plus petit que pi sur 2. J'ai toujours plus petit que pi sur 2. ds et f ont toujours plus ou moins le même sens. C'est parce que la source est ici à l'intérieur. Les f sont sortants et les ds aussi. Et donc, j'ai bien un cosinus ici qui sera toujours positif. On a bien un flux positif. Ça veut dire qu'un flux qui sort de la surface sera toujours positif. Et ça, c'est dû à une convention, qui est la convention des vecteurs de surface fermée. Pour une surface fermée, les ds sont toujours pris dans le sens sortant de la surface, comme je l'ai représenté ici. Rappelle-toi qu'un vecteur de surface est défini comme étant perpendiculaire à la surface. Donc j'aurais pu choisir un vecteur qui est perpendiculaire mais qui est dans l'autre sens. Eh bien, c'est pas ça qu'on fait. Par convention, on va choisir le vecteur comme sortant de la surface. Et à ce moment-là, si la source est à l'intérieur, le f sera forcément sortant aussi. Deux vecteurs sortants auront d'office un angle entre eux qui sera plus petit que pi sur 2, et donc le cosinus sera toujours positif. Un flux sortant d'une surface fermée sera toujours positif. C'est bien ça que je veux te dire ici. Voilà, maintenant je vais considérer la source comme étant extérieure à la surface. À ce moment-là, je dois changer les f, bien entendu. Les f représentent quelque part la vitesse des particules. F va dans le sens de la vitesse. Donc voilà, les f ont été corrigés maintenant comme ceci. Ici, ils seront plus petits que là, bien sûr. Là, je suis plus près de la source. L'intensité est plus importante que là. Voilà. Alors là, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ce produit scalaire ? Eh bien, je vois, je vais représenter encore un ds ici, pour lequel ce sera encore plus évident. Voilà le ds que j'ai ici. Il sort de la surface par convention, tandis que le f, lui, il est rentrant dans la surface. J'ai bien un angle supérieur à pi sur 2 cette fois-ci. Et le cosinus d'un angle supérieur à pi sur 2, eh bien, c'est tout simplement un cosinus qui est négatif. J'aurai ici une valeur négative de ce produit scalaire, en tout cas pour tous les points de la surface qui sont concernés par cet angle supérieur à pi sur 2. Ce sera le cas ici aussi. Ici plus, on le voit bien, et on peut mettre comme ça une limite. C'est la limite ici que j'ai, c'est la limite qu'on obtient avec les droites qui sont tangentes à la surface ici. Ça définit ici une limite. Et cette limite, bien sûr, correspond à la perpendicularité entre ds et f. Ici, j'ai f qui est tangent à la surface, alors que ds est défini comme étant perpendiculaire à la surface et sortant de la surface. J'ai bien ici un angle de pi sur 2. f ds va bien me donner 0 dans ce cas-ci. f ds est nul. Au-dessus de cette limite-là, j'aurai des f ds qui sont négatifs, ce sera bien des flux entrants négatifs. Et ici, j'aurai bien des flux sortants qui seront positifs. Le cosinus ici est plus grand que 0, ici, partout. Il est plus petit que 0. Sur la ligne ici, il sera égal à 0. Voilà, j'espère que tu as bien compris. Et c'est bien pour ça qu'on est capable d'arriver à 0, bien entendu. Si on arrive à 0, c'est parce qu'on a ici un flux négatif qui compense exactement le flux positif qu'on a là. On aura bien ici phi e qui vaut moins phi s, et la somme de ces flux vaut donc tout simplement 0. C'est comme ça qu'on comprend donc ce résultat-ci.
Et voilà, maintenant tu as compris l'essentiel. Ah, peut-être encore juste une remarque ici, quand je dis qu'on a 0, ça pourrait être discuté ici, hein, parce que des fois on voit qu'il y a plus de photons. Si je prends un instant donné, on voit qu'il y a plus de photons qui rentrent qu'il n'y en a qui sortent, et parfois c'est l'inverse. Tout ça c'est parce que j'ai représenté très peu de photons. Hein. Il est clair que voilà, pour obtenir phi e égale moins phi s, ben, je devrais attendre assez de temps, compter le nombre de photons qui sont passés, et puis le nombre de photons qui sont passés là, et puis alors je pourrais vérifier ça en faisant une moyenne sur un certain temps. Hein, mais bien sûr, il faut être réaliste. Hein, si je mets une vraie ampoule ici, j'ai un nombre de photons qui est de l'ordre du milliard de milliards par seconde, et à chaque instant, je peux dire que le nombre de photons qui entrent ici sur une seconde est égal au nombre de photons qui sortent ici sur une seconde. Les débits sont forcément égaux, et c'est bien exprimé par ceci, phi e égale moins phi s, et ça permet bien sûr d'obtenir le zéro qui est là. Voilà. Je peux maintenant passer à l'expression de la loi de Gauss pour la lumière. Hein, je vais considérer ici toujours la surface fermée qui entoure maintenant l'ampoule, mais je vais considérer une deuxième source. Je vais mettre une deuxième source que j'appelle de flux phi2 ici, hein, pour symétriser. Ici, je vais mettre un 1 ici, c'est la première source. Ça, c'est la deuxième. Là, j'ai la densité de flux de la première source. Là, j'ai la densité de flux de la deuxième source. Ici, j'ai le petit élément ds, hein, qui montre que f ici va être le résultat de la somme des deux f, bien entendu. Hein, j'ai le débit qui est dû à la première source ici, qui sera f1 fois ds. Le débit qui sera dû à la deuxième source, qui sera f2 fois ds. Et donc, pour le débit total, je vais devoir faire la somme, forcément, hein, de ces deux densités de flux. Densité de flux fois le vecteur ds, densité de flux 2 fois le vecteur ds. Alors si je fais cette intégrale, je vais obtenir forcément ces deux intégrales. Hein. Si je fais la somme ici, je peux forcément distribuer la somme sur les deux termes. J'aurai donc la somme des deux flux. Mais je sais que ceci, c'est ce que j'obtiendrai si je n'ai pas l'ampoule numéro 2 ici. Ce sera forcément le flux phi 1. Hein. Si j'ai une surface fermée qui ne contient que l'ampoule de débit phi 1, j'aurai un débit phi 1 au travers de cette surface S. Voilà, c'est ce qui est écrit ici. Même chose ici. Ce sera bien sûr le débit phi2 que je vais obtenir. Une lampe qui a une autre puissance, par exemple, caractérisée par un débit phi2 différent de phi1. Je vais obtenir ça. Et donc je vois que le résultat, en fait, pour le flux total, sera bien phi1 plus phi2. Voilà. C'est très simple. Et si maintenant je rajoute une ampoule, mais qui cette fois-ci est extérieure, là je sais que j'aurai un flux de photons entrant qui va compenser exactement le flux de photons sortant. Et je sais bien qu'il n'y a rien qui va changer. Même si j'ai F3 qui passe partout ici, que je peux considérer partout sur la surface, je sais que ce flux, cette densité de flux, elle compte pour du beurre. Elle ne changera rien. Je peux mettre ici F1 plus F2 plus F3. Le résultat, ce sera toujours phi1 plus phi2. C'est évident, parce que le flux ici est entrant, il est négatif, et il compense exactement le flux sortant positif. Voilà. Et donc je peux maintenant généraliser ceci avec un nombre d'ampoules à l'extérieur, un certain nombre d'ampoules à l'intérieur, et je pourrais dire que le résultat ici, c'est tout simplement la somme des flux intérieurs à la surface fermée. C'est en quelque sorte la loi de Gauss pour exprimer ici pour les sources lumineuses. Voilà, c'est la loi de Gauss. Elle est très simple bien sûr, voilà. Il te fait un petit clin d'œil ici pour dire, voilà, c'est un petit jeu qu'on a fait, juste pour se familiariser avec la loi de Gauss. Je répète, mon but ici était de te faire comprendre ce qu'est cette expression, ce que signifie cette expression mathématique. Maintenant, tu le sais, on sait qu'elle signifie tout simplement une somme de petits flux élémentaires. Le f produit scalaire ds représente le flux de particules au travers de la surface désigné ici par ce vecteur ds. Voilà, on fait bien la somme sur une surface qui est fermée ici, puisqu'il s'agit effectivement d'une surface fermée, et le résultat, ce sont tous les flux intérieurs à cette surface. Le int ici, c'est bien ça qui veut dire, je ne somme que les flux ici de la source 1, 2, 4, 8 et 5. Les autres sont toutes des sources extérieures qui comptent pour du beurre, puisque leur flux entrant est compensé par leur flux sortant. Elles n'interviennent pas ici. Voilà, c'est la loi de Gauss. J'espère que tu m'as suivi. C'est important. Tu es maintenant prêt à passer à l'étude de la loi de Gauss pour le champ électrique. Voilà, et je te donne rendez-vous donc pour la prochaine séquence. Merci pour ton attention et à très bientôt.